pouvoirs des gérants maintenant. Alors, en la matière, on va voir d'abord les pouvoirs qu'il a dans les rapports avec les associés, et puis nous verrons ensuite ses pouvoirs dans les rapports avec les tiers. C'est toujours la même distinction que l'on fait en la matière. Alors, le principe, c'est que, là encore, la liberté contractuelle ou liberté statutaire, les pouvoirs, l'étendue des pouvoirs des gérants est déterminée dans les statuts. Donc, les gérants peuvent avoir tout pouvoir au sein de la société. Attention, dans les limites quand même des droits des autres organes, c'est-à-dire droits des associés. Mais le plus souvent, il y a dans les statuts, justement, des clauses qui vont délimiter les pouvoirs du gérant. Et il y a des clauses qu'on appelle généralement des clauses limitatives. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver ? Eh bien, une clause qui dit que les pouvoirs du gérant se limitent à la gestion des affaires courantes. C'est-à-dire que tout ce qui est un tout petit peu exceptionnel devra être soumis à l'autorisation des associés. On peut, alors c'est pas très précis, ça, donc on voit généralement des clauses qui sont plus précises pour éviter les litiges. Donc des clauses qui prévoient que certains actes sont interdits au gérant s'il n'a pas obtenu préalablement l'autorisation des associés. Donc on va consulter soit en assemblée, soit consultation écrite. Alors qu'est-ce qu'on va trouver ? C'est toujours un petit peu les mêmes choses. Ce sont les actes qui sont susceptibles d'être dangereux pour la société. Par exemple, vente d'éléments d'actifs. La vente d'un immeuble appartenant à la société, c'est sûr que c'est une décision qui est grave, qui peut être lourde de conséquences et qui généralement n'est pas autorisée aux gérants si justement les associés n'ont pas donné leur accord. Vous avez également les hypothèses d'emprunt qui dépassent un certain montant. On admet que le gérant engage la société pour souscrire un emprunt pour un montant assez modeste, mais au-delà d'un certain seuil, eh bien, ce sera interdit. Il faudra là encore l'autorisation. L'hypothèque, je suppose que vous savez ce que c'est. C'est une garantie que l'on peut donner à un créancier et c'est une garantie qui porte sur un immeuble. L'hypothèque, c'est très dangereux parce que c'est une garantie, une sûreté, comme on dit, qui comporte un droit de préférence, un droit de suite, et qui fait que si la société donne un bien immeuble en hypothèque, en garantie donc à un de ses créanciers, eh bien cet immeuble peut tout simplement sortir du patrimoine de la société si jamais celle-ci ne paye pas le créancier. Alors voilà, ce sont des exemples, mais c'est souvent cela qu'on trouve dans les statuts. Si le gérant ne respecte pas ces clauses, eh bien, évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un juste motif de révocation. Et puis, si jamais, du fait que le gérant a outrepassé ses pouvoirs, comme on dit, si jamais ça a causé un préjudice à la société, eh bien, le gérant est responsable, il devra réparer le préjudice en question. Alors, je vous ai dit tout à fait au début de cette partie que ce sont les statuts qui déterminent les pouvoirs du gérant dans ses rapports avec les associés. Que se passe-t-il si les statuts ne disent rien ? Mais la loi le prévoit, comme toujours, règle supplétive, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société. Donc on lui donne des pouvoirs très importants dans cette hypothèse-là. C'est aux associés de faire le nécessaire pour que, s'ils estiment que c'est trop de pouvoir, on les limite. Alors ça veut dire que le gérant va pouvoir à la fois accomplir des actes d'administration, mais également, et c'est bien ça qu'il faut mesurer, si on ne prévoit rien, des actes de disposition. Donc ce que j'évoquais juste avant, la vente d'éléments d'actifs, la vente d'un immeuble ou l'hypothèque d'un immeuble, si les
les statuts ne disent rien, eh bien, ça sera dans les pouvoirs du gérant et le gérant pourra agir valablement en la matière. Alors, donc, ça couvre tous les actes, les opérations courantes, mais aussi des actes qui sont plus graves, plus dangereux pour la société. Ceci étant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le gérant peut faire tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société, mais attention, sous réserve tout de même des droits des associés. Il y a certaines décisions, Alexis, que le gérant ne peut pas prendre seul parce que ça relève justement des associés. Vous auriez peut-être un exemple à me donner, Alexis, de décision que le gérant ne peut pas prendre seul. On n'a pas encore étudié les associés dans la SARL, mais bon, il y a des parallèles assez faciles à faire avec le pouvoir des actionnaires. Donc, quelles sont les décisions qui appartiennent aux associés ? Bien sûr, modification de la forme juridique, mais plus généralement, toute modification des statuts. Donc évidemment, le gérant peut faire tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société, mais par contre, il doit respecter les droits des associés. S'il y a plusieurs gérants, hypothèse que l'on rencontre parfois, eh bien, et c'est pour ça qu'il ne peut pas y en avoir 50 des gérants, chacun peut agir seul. Il n'y a pas besoin que, si par exemple on achète ou on vend des biens, il n'y a pas besoin que les deux gérants, s'ils sont deux, co-signent le document. Un seul des gérants peut très bien agir. Donc voilà, forcément, ils ne peuvent pas être trop nombreux. Dans les rapports avec les tiers, maintenant, eh bien, fort logiquement, le gérant est le représentant de la société. Il peut donc agir en toutes circonstances au nom de la société. On retrouve la même chose. Et là, il y a un parallèle avec ce qu'on avait déjà dit. Je crois que je l'avais évoqué aussi quand on avait fait l'étude des sociétés en général. Les clauses limitatives, donc les clauses qui limitent les pouvoirs du ou des gérants dans ses relations avec les associés, sont inopposables au tiers. Donc la clause qui dit que le gérant, pour souscrire un emprunt, doit obligatoirement avoir obtenu l'autorisation préalable des associés, cette clause est inopposable au tiers. Et là, petite précision très importante, ça c'est vrai, même s'ils avaient connaissance de la clause en question. Donc, il est évident que la protection des tiers, là, est très importante, mais c'est un risque, évidemment, conséquent pour la société. C'est la raison pour laquelle le moindre dépassement de ses pouvoirs par le gérant est une cause de révocation. Donc, la société est engagée. Elle est engagée même si le gérant a dépassé ses pouvoirs, outrepassé ses pouvoirs, c'est comme ça qu'on dit, mais elle est engagée aussi si le gérant a agi en dehors de l'objet social. Même chose, si le gérant agit en dehors de l'objet social, il commet une faute, j'aurais pu l'évoquer aussi ça tout à l'heure dans les exemples, il commet une faute et c'est un juste motif de révocation. Alors là par contre, il y a une différence. Si on peut démontrer que le tiers savait pertinemment que le gérant était en train justement d'aller au-delà de l'objet social, ou si, compte tenu des circonstances, il apparaît que le tiers ne pouvait pas ignorer justement qu'on allait au-delà de l'objet social, à ce moment-là, eh bien, la société n'est pas engagée. Mais bon, c'est effectivement une preuve qui n'est pas toujours facile à apporter, il faut bien le dire. Donc voilà, tout ça fait que parfois, le gérant qui va au-delà de ses pouvoirs, au-delà de l'objet social, va engager malgré tout la société. Ceci étant, et nous allons le voir, il engage ainsi sa responsabilité. C'est une faute de sa part
ça justifie parfaitement sa révocation, mais en plus, c'est susceptible d'engager sa responsabilité, c'est-à-dire que s'il y a eu un préjudice, c'est lui qui va prendre en charge celui-ci.